Bonsoir à vous tous. Je vais continuer dans cette entreprise de désapprentissage pour réfléchir à la notion de comment est-ce qu'on peut apprendre à désapprendre, à cacher notre différence. Car c'est assez surprenant, en ce moment, il y a beaucoup d'autres, on va commencer par les entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont à fond sur innovation. Il faut qu'on innove. En management, en offre, en process, quoi qu'il en soit, il faut qu'on innove. Même au niveau personnel, on est en train de parler de personal branding. Ouais, il faut qu'on devienne un petit peu différent, qu'on se démarque de la concurrence pour trouver un boulot rapidement et puis donner envie à des clients, surtout pour ceux qui sont indépendants, de nous acheter entre guillemets. Pourtant en France, c'est surprenant parce qu'autant on recherche l'originalité, autant la différence continue à faire peur, à être un petit peu honteuse. Donc, j'ai un peu réfléchir à ça et vous aider. On va faire trois choses. La première, je vais vous parler de mon expérience, parce que c'est TED, on doit parler de soi. C'est pas ma partie préférée, je dois reconnaître. Ensuite, on va parler des neurosciences, parce que si vous ne parlez pas de neurosciences dans un TED, vous avez un peu quand même raté votre vie. Et ensuite, essayer de vous donner des choses à emmener chez vous pour voir si on peut ensemble faut remplir cette dernière page du fameux livret que vous avez entre les mains. Alors, moi je m'appelle Benjamin, j'ai 40 ans et depuis un moment maintenant, bientôt 40 mois. Et je suis en fait un produit un peu défectueux d'une éducation à la chaîne qui a été basée sur des valeurs de conformité et de standardisation. C'est-à-dire que, en gros, je me suis aperçu que j'ai perdu pas mal de temps de vie, on va dire entre 5 et 10 ans, à essayer de me conformer à un système qui n'était pas le mien. La première chose, ça a été le copier-coller. L'apprentissage, voilà, où on copiait il fallait vraiment apprendre à copier en écoutant nos professeurs et répéter sagement ce qui était dit. Sachant qu'attention, je n'ai rien contre l'éducation nationale, au contraire, vous allez voir après. En fait, moi j'avais juste un petit souci, c'est que depuis tout petit, je suis hyperactif. Alors, pas turbulent, hein, ça c'est facile, hein, tous turbulents, mais vraiment hyperactif. Donc ça veut dire en gros que le détail m'ennuie, pour être poli. Donc quand on m'a forcé à apprendre des choses par cœur, genre des poésies, ligne par ligne, je me suis aperçu au bout de 2-3 ans qu'en fait il fallait que j'apprenne comme ça. Parce que j'avais besoin de voir toute la page, et pour être capable, en refermant les yeux, d'être capable d'identifier où étaient les informations sur la page. Ma mère un jour m'a appris en train de faire ça, elle m'a envoyé chez l'oculiste. Donc c'était pas l'objectif. L'autre chose, c'est que je m'ennuie très facilement. Donc ça, mes amis le savent. En gros, vous avez 2 minutes pour me parler, vous avez intérêt à être concis et être intéressant. Sinon, un, je décroche, deux, je commence à être en mode automatique, vous savez, comme les chiens à la plage arrière, soit je suis parti. Ce qui fait que, avec ces deux petits soucis, d'être plutôt dans le global et plutôt de m'ennuyer rapidement, je suis incapable de refaire 2 fois la même chose, même face à un problème que j'ai déjà rencontré. Il faudra que je trouve une autre façon, parce que je ne penserai même pas automatiquement à la façon dont j'ai résolu ce problème que je vois de nouveau. Donc on dit toujours qu'il faut apprendre de ses erreurs. Moi je peux vous dire qu'avec ce système-là, je fais les erreurs plutôt 5 ou 6 fois juste pour être sûr que ça ne marche pas. Donc voilà, alors les entreprises aiment bien ça parce qu'en faisant cette approche, on change un peu les choses. La seconde chose que j'ai appris, c'était qu'il fallait se conformer au groupe et que limite c'était une question de vie ou de mort. Je m'explique. J'ai vite compris lorsque je suis arrivé à l'école que avoir de bonnes notes, c'était pas top pour se faire des amis. Il valait mieux avoir la bonne note qui va bien, c'est-à-dire pas trop haut, hein, pour être dans le groupe. J'ai appris également qu'il fallait mieux avoir la bonne marque de chaussures. À l'époque, donc c'était dans les années 90, c'était pas mal d'avoir des Adidas. Ou alors un survêtement Sergio Tacchini, ça c'était la grande classe. Et également, j'ai appris qu'il valait mieux également faire le bon sport et être passionné par les bonnes passions. Donc à l'époque, c'était le foot. Donc je ne sais pas si dans la salle, je pense qu'il y a des jeunes garçons avec beaucoup d'expérience maintenant, qui se rappellent la honte d'être choisi en dernier pour l'équipe de foot. Donc ça, c'était moi tout le temps. Donc il a fallu que je trouve d'autres moyens. En plus, donc c'est vraiment l'idée, c'est que on a commencé un peu Là, j'ai appris ce que c'était que le bullying, mais genre il y a 10 ans, alors que je l'ai vécu en vrai, ou parce que je refusais quand même de me conformer à ce groupe, et donc je risquais un peu parfois ma vie, entre guillemets, à la récré. Mais au-delà de risquer ma vie, je risquais également, quand je rentrais chez moi, le stress de mes parents, qui eux m'ont donné une peur de l'avenir. J'espère que tu travailles bien à l'école, parce que c'est en travaillant bien à l'école que tu auras un boulot dans une grande boîte.
Ouais, bon, c'était les années 80, les choses étaient un petit peu simples comme ça. Euh, et j'espère que à l'école également, tu te concentres sur les maths. Parce qu'avec les maths, tu pourras faire ce que tu veux. Pilote d'avion, astronaute, non, ça n'existait pas. Chirurgien, voilà, ça par contre, ça n'a pas bougé. En réalité, moi, j'avais un kiff personnel, j'avais une passion personnelle que j'ai depuis que j'ai 10 ans. J'avais découvert un musée de trains à vapeur qui est bizarrement pas très loin d'ici. Depuis que j'ai 10 ans, je m'étais dit, je voudrais conduire des trains à vapeur. Et qu'on me foute la paix aussi. Moi, je veux conduire des trains, je veux que ce soit mon métier. Donc mes parents m'expliquaient, c'est pas possible. C'est pas un métier. Et puis en plus, ça a quand même une durée de vie, une espérance de vie, un conducteur de train qui doit être à peu près égale à celle d'un cycliste professionnel. Avec le charbon, ça c'est pas top. Sauf qu'il y a quelque chose qui est assez original, c'est qu'à mes 18 ans, un parc d'attractions américain est venu s'installer pas très loin de chez moi, dirigé par une grosse souris. En fait, ce parc recrutait des conducteurs de train. Donc j'ai envoyé mon CV, parce que ça tombait bien, ça faisait 5 ans que je conduisais des trains. Et donc bizarrement, j'ai été recruté, et je me suis retrouvé en même temps, donc j'étais dans une école de commerce, parce que comme beaucoup de gens de mon âge à l'époque, je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc école de commerce, si les parents ont les moyens, c'est quand même pas mal, parce qu'aller c'est encore 3-4 ans pour se faire une idée. Je me suis retrouvé à me rendre compte que, je bossais en étant déguisé, 2, que je conduisais des trains, et en plus, il s'est passé un truc assez marrant, c'est qu'un jour, je sors ma montre, parce que j'avais déjà cette montre pour regarder l'heure, et là, il y avait un des grands chefs, des grands pontes américains qui me voit, qui dit « Ah, c'est incroyable, tu es en caractère, c'est absolument génial, tu es vraiment engagé, impliqué dans ton travail. Donc, je vais te mettre dans le fast track qui va te permettre de devenir manager de l'équipe. » En fait, moi, je regardais juste l'heure pour rentrer chez moi, hein, mais bon. Et donc, je me suis retrouvé le chef. J'avais 21 ans, j'étais encore en école de commerce et j'avais 70 bonhommes, la plupart plus âgés que moi, de 20 nationalités. Donc ça m'a en tout cas donné déjà une petite chose, une explication que finalement, rien n'est prévu, on ne peut pas prévoir ce qu'on va faire, ça ne sert à rien de faire des grands plans de diplômes, de parcours. De toute façon, la vie s'occupe toujours de vous surprendre et c'est pas plus mal. Troisième chose que j'ai apprise, c'est que en gros, il valait mieux avoir sa différence, sa passion en dehors du travail, qu'il valait mieux séparer le pro avec le perso. Or, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quelques années après avoir été diplômé, je suis parti en Australie. Alors, ça, c'est le running gag depuis tout à l'heure aussi. Benoît, si tu nous entends. Sauf que moi, je n'ai pas vécu la même expérience parce que j'y suis resté 8 ans. Et en fait, en arrivant là-bas, je suis arrivé dans un pays, enfin à Sydney en particulier, où il faut savoir que 60% des habitants de Sydney ne sont pas nés en Australie. Donc il y a des Indiens, des Africains du Sud, des Américains, je vous en passe. En fait, c'était vraiment un petit microcosme du monde dans une ville. Et en fait, chaque personne que je rencontrais partageait leur univers, montrait leurs différences. Alors forcément, dès qu'on a un sari, tout de suite, on voit comment on est différent, mais surtout être capable de mettre des mots pour vous passionner dans ce qu'ils faisaient. Et également, être curieux de connaître quel était votre univers à vous. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'intéresser à ce que faisait le métier de DJ, au deltaplane, au poker, à la K-pop, donc la musique coréenne, plein de sujets assez amusants de rencontres et de personnes qui partageaient. Donc ces 3 expériences déjà m'ont permis déjà de créer ma première entreprise en Australie en faisant exactement le contraire de ce qu'on me disait toujours, c'est-à-dire je l'ai fait avec un ami, sans faire aucun plan, et en faisant le contraire de ce que faisaient mes concurrents. On est passé de 0 à 50 salariés en un peu moins de 2 ans, donc le truc était pas mal. Là-dessus, je suis rentré en France, australien, un petit peu désœuvré. J'ai commencé à bouquiner pas mal de choses autour des neurosciences. Et j'ai découvert un livre, alors je pourrais vous citer 5 livres qui ont changé ma vie, mais celui-là c'est le dernier en date, Iconoclaste, écrit par un neuroscientifique qui s'appelle Gregory Burns. Alors rapidement, iconoclaste, c'est pas une insulte humain entre trompe-la-mort, Béchibouzouk et Saltopithèque, ou je sais pas quoi, du capitaine Haddock. Iconoclaste, ça vient de l'empereur Léon III, qui était empereur de Byzance, qui en 726 a décidé qu'il fallait arrêter de faire des représentations en statue de Dieu. Parce que Dieu, c'est immatériel, Dieu, c'est tout ça. Mais en tout cas, il commençait à se trouver que les catholiques tournaient un petit peu veau d'or en adorant des icônes, que ce soit des peintures ou des statues. Donc il a décidé qu'il fallait détruire toute chose qui essayait de ressembler à Jésus-Christ ou à Dieu. Donc ça a été le premier à chercher à détruire les icônes, voilà, l'iconoclaste. Alors en fait, ce n'était pas le premier, puisque déjà les Égyptiens avaient souvent pour habitude de démolir les statues des prédécesseurs.
En tout cas, par extension, un iconoclaste est quelqu'un qui n'a pas de respect pour l'ancien parce que c'est ancien. Je ne vais pas vous dire place aux jeunes, mais si, place aux jeunes. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est également quelqu'un qui n'a pas, qui ne se conforte pas aux croyances, aux coutumes populaires. Donc en langage de 2014, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sorti de la matrice et qui est capable de savoir qu'il est dans une matrice et qui est capable d'en sortir. Y revenir, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il comprend qu'il est dans un système. L'iconoclaste, selon ces neurosciences, c'est 3 choses. La première, c'est l'incapacité à refaire la même chose face à un problème déjà rencontré. Tiens, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui restent imperméables à l'influence des autres, à la conformité et encore plus à leurs expériences passées. Parce que malheureusement, on a tous tendance à utiliser nos expériences passées pour faire des prérequis, faire des raccourcis sur notre futur. Eux, ils ne font pas ça. Je vous présente par exemple un exemple, c'est Burt Chavitz. Alors Burt Chavitz, en fait, il a lancé une marque qui s'appelle Burt's Bee. Et ce mec est extraordinaire. Il est passé de photographe à clochard, à apiculteur, à milliardaire, à ermite. Donc c'est-à-dire que chacune de ces expériences a servi à rien pour la suivante. La seconde, ce sont des gens qui maîtrisent leur peur. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils maîtrisent leur peur. En tout cas, il y a une peur qu'ils n'ont pas, c'est la peur du ridicule. Vous croyez, évidemment, quand je mets mon chapeau, je me dis, il y a des gens qui vont me regarder un drôle d'air, soit concupiscent, soit ce mec-là, il a perdu la tête, soit qui vont me regarder de tête en bas, comme j'en ai vu, en disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors je sais que c'est un peu bizarre, le pantalon c'est Zara, je sais qu'il faut oser. Alors un exemple de personne que pour moi n'ose pas, voilà, qui a pas peur, entre guillemets, ça a été le prix Nobel 2005, qui s'appelle Barry Marshall, qui est un Australien, God Save the Queen, et qui, en fait, pour prouver que les ulcères n'étaient pas seulement dus au stress, mais à une bactérie, qui s'appelle l'hélicoptère bactère pylori, ça j'en suis sûr, hélicoptère bactère pylori. En fait, il s'est injecté la bactérie lui-même, parce qu'on n'avait pas le droit de faire des essais. En Australie comme ici, on n'a pas le droit d'essayer sur l'être humain. C'est comme ça. Et finalement, il était malade. Et donc, il a prouvé que les ulcères étaient dus à une bactérie. Hop, prix Nobel de la médecine et de la psychologie, dans la foulée. Ça, quand même, c'est costaud. La troisième chose, à quoi on peut reconnaître un iconoclaste, c'est les 3 choses. Hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3. C'est que ce sont des gens qui ne sont pas des ermites, ils ne vivent pas dans les bois. Ils sont capables de faire preuve d'influence et de vous présenter leur univers et de vous faire envie, de vous donner envie de s'intéresser à cet univers. En fait, vous vous dites 2 choses. 1, mathématicien, c'est sexy. Et 2, j'aurais peut-être dû mieux bosser à l'école en maths. Tellement il est fort, il est très 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 fort. Donc vous voyez, ces 3 choses décrivent ce que c'est qu'un iconoclaste. Alors maintenant, les neurosciences nous disent aussi, vous êtes né iconoclaste ou pas. Donc vous l'êtes ou ne vous l'êtes pas. Alors comme je suis toujours contre ce qu'on essaie de nous vendre, où il n'y a pas de choix, c'est soit ça, je pense qu'il y a un moyen pour aider tout le monde à prendre un peu de recul. Que vous soyez manager, que vous soyez en quête d'emploi, que vous soyez le matin en train de réfléchir de comment vous allez vous habiller, je suis certain qu'il y a au moins 3 petites choses qui peuvent vous aider, 3 réflexions à avoir pour prendre du recul. La première chose, ce serait de vous poser une première question qui est « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Pourquoi est-ce que je prends cette décision? Pourquoi est-ce que j'hésite entre une chemise bleu clair et une chemise bleu ciel? Entre un costume, un costume gris foncé et un costume gris moyen? Pourquoi est-ce que je choisis? Est-ce que c'est parce que c'est facile? Parce que c'est l'usage? Parce que c'est la convention? Parce que je suis feignant? Voilà, juste pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ou peut-être aussi parce que, attention, celui-là, il n'est pas bon, peut-être parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc pourquoi est-ce que je challengerais si ça a été fait comme ça depuis toujours? Il n'y a pas raison que ça change. Ça, on appelle ça des tueurs de l'innovation en entreprise, ceux qui pensent comme ça. La deuxième chose, la deuxième question, donc après le pourquoi je fais ça, c'est si j'essaye, qu'est-ce que je risque? Ça va me rendre malade, comme Barry. Ça peut être ennuyeux pour ma carrière. Ça va peut-être aller contre la notion de risque. Voilà, vraiment réfléchir, est-ce que vraiment je risque quelque chose? Est-ce que je risque ma vie? Est-ce que je risque de rater un virage dans ma carrière? Et la troisième chose, parce qu'on ne peut pas être iconoclaste tout seul, est-ce que je suis capable de formuler mon idée et de la partager? Ouais, est-ce que vous pouvez, votre idée est peut-être un peu bizarre, ou votre façon de vous habiller, ou je ne sais pas, est-ce que vous pouvez la formuler? Est-ce que vous pouvez retrouver des gens qui vont vous aider
à grandir et à arranger et à partager cette idée. En fait, en faisant ça, il risque de se passer deux choses. La première, certaines personnes vont vous trouver excentrique, qui en d'autres mots veut dire... La deuxième, parce que tous les personnages que je vous ai présentés, et tellement d'autres, et je pense que beaucoup, si ce n'est pas tous les talkers, les speakers que vous avez vus ici sur scène, et je pense pas mal d'entre vous aussi, sont des iconoclastes. L'autre chose qui va se passer, par contre, c'est que je pense qu'on est tous un peu immatures. Je pense que si les gens commencent à dire de vous que vous êtes immature, quel que soit votre âge, je crois qu'on va commencer à aller dans la bonne direction de ce que le monde a vraiment besoin aujourd'hui. Je pense qu'il a besoin que, simplement, en une phrase, qu'on apprenne à désapprendre à être des adultes, tout simplement. Merci.